Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Rendez-vous Tech estival. Vous le savez, Patrick Béja est en vacances. Je parle de moi à la troisième personne, ça commence à devenir grave. Je suis en vacances, mais je ne vous abandonne pas. Il y a d'une part des animateurs que vous connaissez qui vont animer des épisodes entre guillemets normaux où on traite de l'actualité. Et aujourd'hui, il y aura aussi quelques épisodes où on va traiter de sujets spéciaux, des épisodes spéciaux, on va traiter d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je suis certain que beaucoup d'entre vous se disent qu'il n'a rien à faire dans le monde numérique. Eh bien, détrompez-vous, on va parler de bibliothèque. Comme je le disais, je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir je viens d'apprendre juste avant l'émission que tous les deux sont bibliothécaires, mais à des fonctions différentes, on va dire. Ils viennent de la ville de Rouen, plus ou moins directement, et ils s'occupent des initiatives numériques pour les bibliothèques, entre autres dans la ville de Rouen. Sans plus attendre, je vais présenter donc d'une part Anaïs Leneutre-Bourris, je prononce bien ton nom. C'est ça, bonjour. Bonjour Anaïs, bienvenue dans cette émission. Merci. Et d'autre part, Benjamin Aston, ou je ne sais pas si on le prononce à la française, Aston, peut-être Aston. Les deux sont très bien. Je ne m'offusque pas. Oui, voilà, d'accord. Écoute, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on parle beaucoup de trucs anglophones, je vais dire Aston. En plus, ça fait un petit peu classe, ça fait un petit peu James Bond. Donc, merci Anaïs, merci à Benjamin d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer à parler de tous les sujets très nombreux et peut-être parfois surprenants qu'on va évoquer, je vais vous demander de vous présenter un petit peu en quelques mots, on ne va pas faire très long, mais nous dire d'où vous venez et ce que vous faites. D'abord, peut-être Anaïs, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Oui, alors je suis chef de projet innovation numérique pour l'ensemble des bibliothèques de Rouen. Et en fait, je suis mise à disposition par l'État aux bibliothèques de Rouen dans le cadre du label BNR Bibliothèque numérique de référence que le ministère de la Culture a mis en place en 2010 et dont les bibliothèques de Rouen bénéficient depuis 2013. C'est-à-dire que l'État souhaite impulser le numérique dans les bibliothèques en subventionnant de l'argent, en subventionnant des projets, pardon, et en mettant à disposition du personnel des conservateurs, pour impulser ces projets. Donc un jour, si je comprends bien et si je traduis, un jour l'État en 2010 s'est dit, bon ça a dû commencer avant, s'est dit le numérique change plein de choses, il faut que les bibliothèques notamment s'adaptent, donc on va créer un programme au niveau de l'État pour aider les villes à faire des choses. J'imagine que c'était pas très précis. Exactement. D'après ce que... Ouais. Non, il y avait des lignes directrices, il y avait des critères. Il y avait une envie en fait de vraiment de toucher le large public et l'aider dans l'inclusion numérique. C'est un peu le mot à la mode en ce moment. Il y avait l'objectif d'offrir des collections et des services numériques assez importants et surtout de faire évoluer les pratiques professionnelles des agents qui n'étaient avant pour beaucoup pas très portés sur le numérique, qui n'étaient pas du tout formés là-dessus. D'accord, donc accompagner les gens qui travaillaient et qui administraient les bibliothèques pour qu'ils puissent s'adapter. C'est vrai que souvent on a tendance à se dire, nous qui sommes peut-être un petit peu plus technophiles que la moyenne, les auditeurs de cette émission, se dire bon bah c'est bon quoi, aujourd'hui il faut vivre avec son temps, mais quand on ne connaît pas ce genre d'outils, ça peut être compliqué, on ne sait pas par où commencer. Alors évidemment, tous les auditeurs qui écoutent maintenant se disent mais la première étape c'est d'écouter le Rendez-vous Tech, bien sûr, évidemment, ça on le sait. Mais après, il y a d'autres étapes qui sont peut-être difficiles à dépasser seules. Avant de passer à la même question pour Benjamin, je voudrais te demander, Anaïs, qu'est-ce qui fait que toi, quel était ton parcours ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit ou tu as été qualifié pour être dans cette position qui est un petit peu spécialisée quand même ? Comment c'est arrivé cette histoire ? Tu t'y es intéressé parce que tu trouvais ça intéressant ou à la base, je ne sais pas, comment ça s'est passé ?
Alors effectivement, je m'y suis intéressée. Je ne suis pas vraiment spécialisée à la base sur le numérique, dans le sens où j'étais un peu formée à l'école des conservateurs d'où je viens, à Mmh. l'ENSIB. J'ai beaucoup travaillé, je sais pas, je me suis pris d'intérêt soudain pour le numérique alors qu'avant j'étais complètement larguée. Heu et voilà, ça m'intéressait. Enfin Mmh. voilà, j'ai travaillé dessus dans le cadre de plusieurs projets à l'ENSIB. Après, j'ai travaillé dans une bibliothèque, pas du tout sur le numérique, mais du coup, j'ai essayé justement de d'introduire un petit peu du numérique dans cette bibliothèque à Amiens. Et ensuite, là, ben voilà, j'ai trouvé le poste. Alors après, Mmh. je me forme aussi un peu sur le tas en même temps, donc Ouais, bah, je suis c'est pas Pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais ça me parle parce que je pense qu'il y a, là encore, je parle beaucoup des auditeurs, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seront un petit peu dans la même situation, qui n'ont pas été forcément formés, parce que les formations n'existent pas forcément depuis si longtemps, mais qui s'y sont intéressés et qui se sont formés sur le tas. Moi, même si j'ai fait un petit peu d'études d'informatique, j'ai fait quoi, un DUT, mais c'est tout. Et Ouais. j'ai fait un DUT que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs, et j'étais formé avant, et j'ai continué à me former après. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont formés sur le tas comme ça. C'est ça, je pense que le numérique en ce moment, c'est un peu ça, hein. Ouais, 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 on est d'accord. Benjamin, donc, toi, qui es-tu, d'où viens-tu? Ça me fait penser à une chanson de dessin animé de notre enfance. Qui es-tu, d'où viens-tu? Formidable. Ah, c'est Goldorak, voilà, pardon. Excuse-moi, je me date un petit peu là. Benjamin, qui es-tu, d'où viens-tu? Donc bonjour. Moi, je viens également des bibliothèques de Rouen. Anaïs, elle travaille du coup à la tête des bibliothèques. Moi, je travaille plus spécifiquement dans une des bibliothèques de Rouen, puisqu'il y en a plusieurs, hein, vu que c'est une ville quand même d'une taille assez conséquente. Et donc la mienne s'appelle le Châtelet, où en fait, lorsque je suis arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans, en fait, on voulait lancer un projet en fait ce qu'on on me l'a appelé Fab Lab, et le but en fait c'était d'inclure un espace numérique en fait, sans savoir trop ce qu'on allait mettre dedans au début en tout cas, mais en tout cas de créer un nouvel espace, une nouvelle salle à partir d'un endroit qui n'était plus utilisé en fait. Et en plus de ça, en fait, on a lancé aussi le service de prêt de jeux vidéo et de consoles. Ah, ça me parle beaucoup tout à coup, oui. Oui, voilà. D'accord, donc toi, tu t'occupes spécifiquement de ces projets, c'est ça? Oui, et puis je suis quand même, j'ai une formation aussi de bibliothécaire, hein. J'ai fait un DUT métier du livre, et puis je m'occupe d'acquisition, on va dire, plus classique, de mangas, de CD, de DVD et de choses qui sont plus dans le domaine, on va dire, régulier, de ce qu'on peut trouver en bibliothèque depuis plus longtemps en tout cas. D'accord. Du coup, même question qu'à Anaïs. Est-ce que toi, tu as une formation à la base de quelque chose de numérique, ou c'est de la même manière sur le tas par intérêt que tu t'y es plus ou moins intéressé, ou même peut-être que tu restes un petit peu extérieur à la chose et que tu vois ça de l'extérieur mais que ça t'intéresse quand même? En fait, disons que j'ai fait un bac L, j'ai fait histoire et puis D'accord, donc et métier du on livre. y en est un petit peu loin. Ouais, mais je me suis quand même intéressé à l'informatique, disons pas forcément au code ou des choses comme ça, mais le principe de l'informatique. Et puis, de toute façon, j'ai toujours été intéressé par le monde du jeu vidéo, et même aller un peu plus en profondeur en fait que juste jouer, de comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, je pense qu'on s'intéresse forcément à l'informatique au bout d'un moment, entre guillemets. Ouais, j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu plus ou moins le même, pas le même parcours, mais enfin la même typologie d'intérêt au numérique. Donc c'est bien, on va se comprendre. Donc, je vais commencer avec ma première question, qui est sans doute celle qui traîne dans la tête des auditeurs déjà. Une bibliothèque, à l'heure du numérique où les contenus
sont accessibles hyper facilement et par à peu près n'importe qui. On peut même inclure dans cet accès le piratage même, d'une certaine manière, même si c'est pas que c'est un gros mot, mais enfin c'est une possibilité dont certains abusent. On aurait tendance, en pensant de manière un petit peu limitée, à se dire que une bibliothèque qui est prévue pour prêter des livres à des gens, des livres physiques, des livres en arbre mort, ça sert plus vraiment. On va pas dire que ça sert à rien, mais c'est beaucoup moins utile qu'avant l'avènement d'Internet. Je sais pas lequel de vous deux veut prendre cette question qui n'en est pas une, mais est-ce que le prêt a toujours son importance? Et puis surtout, je pose la question en connaissant la réponse. Je sais que le prêt a évolué avec le numérique. Comment ça marche aujourd'hui, le prêt dans une bibliothèque? Si tu veux, Benjamin, je peux répondre, c'est comme tu veux. Vas-y. Je t'en prie. Alors effectivement, on a un constat, c'est que le nombre de prêts a diminué pendant quelques années, mais est aujourd'hui stable, relativement stable, en France en tout cas. Je parle pour la France, hein. Après, par contre, la fréquentation des bibliothèques est relativement bonne encore. Donc, ce qui montre qu'on vient faire autre chose en bibliothèque que du prêt de livres ou de CD, DVD. Alors après, on continue à prêter, hein, bien sûr. Mais on parle de prêt physique uniquement ou... Oui. D'accord. Alors voilà, justement. Donc pour compenser et pour répondre justement à l'attente des usagers, eh bien les bibliothèques se sont mises au numérique. Alors déjà à fournir ne serait-ce que des accès à Internet. Et à des PC, à des ordinateurs. Donc ça, c'est assez ancien. Je crois que Benjamin est plus au point que moi là-dessus sur la chronologie Enfin, je crois. Hein, désolé Benjamin si je me trompe. Mais voilà, lui, je crois qu'il sait mieux que moi sur la chronologie de l'introduction du numérique, des ordinateurs. À la limite, c'est pas essentiel. Il y a eu effectivement à un moment, il y a quelques années, les bibliothèques se sont équipées en ordinateur, en PC, j'imagine. Voilà. Ça. Et surtout en prêt justement d'e-book, de livres numériques. Donc, je pense que les auditeurs connaissent un peu le système de livres numériques qui sont publiés édités en e-pub, au format e-pub. Et en fait, les bibliothèques, maintenant une majorité des bibliothèques en France prêtent des e-books. C'est-à-dire que vous êtes abonné à une bibliothèque, vous allez sur le site internet des bibliothèques et là, vous avez des e-books que vous pouvez emprunter sur votre liseuse ou sur votre tablette. Et que vous pouvez vous lire, alors qui est un peu le même système, c'est-à-dire que vous pouvez emprunter un livre numérique pour 3 semaines, 1 mois, tout dépend du délai accordé par chaque bibliothèque. Et il y a quand même plus de 5000 établissements en France qui sont raccordés au réseau prêt numérique en bibliothèque. C'est tout un réseau, une sorte de hub, une plateforme numérique qui a été instaurée spécialement pour les bibliothèques et qui raccorde en fait beaucoup d'éditeurs français qui mettent à leur disposition des livres numériques que les bibliothèques achètent et ensuite que les usagers peuvent emprunter. Du coup, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. D'une part, ça marche comment concrètement? Il faut avoir une application, ou si j'ai un Kindle, par exemple, qui est la liseuse la plus répandue, on peut aller emprunter des livres dans les bibliothèques, ou ça marche, c'est pas compatible avec le système d'Amazon? C'est pas très compatible. Ouais, vaut mieux pas avoir une Kindle. Vous pouvez avoir tout le reste. Tout le reste, d'accord, tout sauf une Kindle. Une tablette Android, Apple, c'est quoi? Il faut une application de ce réseau, ou ça se passe comment? Oui, c'est ça. En fait, il faut... Oui, vas-y Benjamin. Tu voulais dire quelque chose? Si tu veux, je peux... En gros, en tout cas, chez nous, le système fonctionne avec le ADE, en fait, Adobe Digital Edition. Donc, il faut avoir un compte Adobe, enfin, pas forcément payant, mais un compte Adobe quand même, et qui fonctionne avec d'autres applications que Adobe Digital Edition, parce qu'il faut il faut un système de DRM qui puisse gérer les... Tout à fait. C'est ça. Et de chronodégradabilité des documents, en fait. D'accord. Du coup, ça veut dire que les documents sont chronodégradés au bout de 3 semaines ou ce que c'est, donc on ne peut plus les lire. Et il y a un autre élément qui est un petit peu curieux, on va dire, mais qui malheureusement est, ou je ne sais pas, qui est nécessaire,
c'est la limite du nombre d'emprunts. Parce qu'évidemment, quand une bibliothèque a physiquement 3 livres, il n'y a que 3 personnes qui peuvent l'avoir en même temps. Et si je comprends bien, le même système est émulé pour les livres numériques. C'est-à-dire qu'une bibliothèque va acheter 3 licences à un éditeur et il n'y aura que 3 personnes qui vont pouvoir, entre guillemets, emprunter le livre numérique en même temps. C'est ça ? C'est un peu ce modèle, mais légèrement différent. Dans le sens où déjà chaque éditeur fixe la licence qu'il souhaite. C'est-à-dire on peut très bien acheter un livre numérique et n'avoir qu'un exemplaire du coup numérique. Mais aussi pour d'autres éditeurs, on achète un livre et on a droit à 10 exemplaires simultanés. Ouais. Tout en achetant qu'un livre. Oula, j'ai un problème de connexion, pardon. Non, tout va bien. D'accord. Donc ça dépend des éditeurs et c'est effectivement un débat qui est dans le monde des bibliothèques numériques, qui est voilà, on achète du numérique, mais pour beaucoup de livres, on n'a encore qu'un prêt simultané, ce qui fait que ça ne sert pas à grand chose en fait. Ouais. Mis à part à pouvoir le lire sur sa tablette ou sur sa liseuse. Mmh. Donc il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'on essaye, les bibliothèques essayent vraiment de faire une sorte de lobbying ou de pression sur les éditeurs pour pouvoir pour faire en sorte que on puisse quand même bénéficier des avantages du numérique, qui est finalement de pouvoir utiliser de façon dématérialisée un support de façon peut-être pas illimité, mais au moins en plusieurs exemplaires, quoi. Si je me fais un petit peu l'avocat du diable, je pourrais comprendre qu'on voudrait dire aux éditeurs, bon, limitez pas à, entre guillemets, un livre, une licence, mais un livre 10 licences ou, je sais pas, 100 licences, on pourrait comprendre, mais il faut qu'il y ait une limite. Ou alors peut-être qu'on peut limiter en disant seulement les gens qui sont abonnés à la bibliothèque et qui donc sont dans l'environnement. Mais même, comme il y a une bibliothèque par grande ville, ça veut dire que concrètement, si tout le monde pouvait emprunter le livre, on n'aurait plus vraiment besoin de les acheter parce que les bibliothèques vont les acheter au moment où ils sortent. De la même manière que un abonnement à Netflix va pas pouvoir être partagé avec 50 000 personnes parce que sinon personne d'autre s'abonnerait, je comprends un petit peu cette réticence des éditeurs. Moi, là, technologiquement, effectivement, ça donne envie de faire sauter les limites. Mais je ne sais pas comment le modèle fonctionnerait si on ne mettait pas quand même des limites, non ? Est-ce que c'est pas cohérent quand même cette vision ? Tout à fait. Je sais pas, tu interviens, Benjamin, hein, si tu veux. N'hésitez pas. Moi, j'interromps tout le monde, donc n'hésitez pas à interrompre les autres aussi. Oui. En fait, c'est quelque chose qui est assez compliqué des fois à faire comprendre aux gens qui viennent à la bibliothèque, en fait, que de dire, non, le livre du numérique, il est emprunté, du coup, vous pouvez pas le lire. Parce qu'ils se disent, non, il est dématérialisé, donc pourquoi est-ce que j'y aurais pas accès, en fait Parce qu'il y a... Pour un livre physique, en fait, ils comprennent qu'on ne puisse pas y avoir accès parce qu'il n'est pas là. Bien sûr. Et pour le livre numérique, en fait, c'est plus compliqué à faire comprendre, en fait. Vous avez déjà eu des gens qui se sont énervés, qui ont fait un scandale ? Pas forcément énervés, mais disons que en fait, c'est surtout qu'à ses débuts, en fait, il n'y avait pas encore les systèmes de réservation ou les choses comme ça qui étaient implémentés en même temps. Ce qui fait que c'était un peu le premier arrivé, premier servi. Donc, il y a des gens, notamment, enfin, on le sait, hein, ils nous le disent, il y a des gens, à minuit 1, ils vont voir si le livre est disponible, puis ils cliquent tout de suite pour le prendre, pour qu'il soit le premier à l'avoir, quoi. Donc, ce qui est compréhensible. Surtout que c'est des nouveautés. Ce qu'on achète en numérique, c'est des livres, justement, qui sont très, très, très demandés et dont on ne peut pas satisfaire la demande en livre physique. Et donc, on les achète également en numérique. C'est une complémentarité. Alors effectivement, ça se comprend, hein, les éditeurs et les auteurs aussi. Il y a quand même des auteurs qui ne souhaitent pas aussi, qui sont un peu contre les e-books. Oui, bien sûr. Ça se comprend. Je pense qu'il faut une juste mesure, c'est-à-dire 10, 15 exemplaires. C'est sûr que ça peut pas être en illimité. Mais au moins qu'on puisse au moins proposer en 5 ou 10 exemplaires, surtout qu'on les paye beaucoup plus cher. Enfin, on les paye plus cher que le public lambda. Oui, c'est le même système que pour les
Ah, c'est tellement vieux que j'ai oublié le nom. Les endroits où on allait prendre les DVD ou les cassettes, les vidéoclubs. Voilà. Et évidemment, ils payaient la licence beaucoup plus cher que la cassette qu'on achetait, nous, dans le magasin. Mais, tout comme les DVD, nous, on les achète plus cher aussi, les DVD. Évidemment. Et donc, oui, justement, ça me permet de faire la transition. Vous avez d'autres produits numériques que vous pouvez prêter aussi ? Moi, en bon podcasteur, je vais tout de suite penser aux audiobooks parce que je suis un consommateur d'audiobooks aussi. Ça existe ou c'est vraiment pour le moment limité aux livres uniquement ? En emprunt numérique, je veux dire. Hein. Ouais. En emprunt numérique, on n'a pas. Alors, on a des audiobooks pour les enfants, par exemple, qui se font beaucoup. C'est-à-dire des contes, des histoires racontées et animées numériquement. Mmh. Et donc, on peut trouver, alors on a ce qu'on appelle les ressources numériques dans une majorité des bibliothèques aussi. Ça accompagne souvent le prêt d'e-book, où en fait on peut consulter toutes sortes de, disons, je sais pas comment expliquer ça, des sortes de tutos, des vidéos pour apprendre l'informatique, il y a même des vidéos sur faire du sport, du yoga, de la peinture et de la musique. Il y a des lectures justement, donc des lectures audiovisuelles pour les enfants ou audio tout court d'ailleurs. Il y a des ressources d'apprentissage, il y a du soutien scolaire. En fait, ça, ce sont des services qui sont très peu connus en bibliothèque, alors qu'une majorité des bibliothèques les proposent et qui coûtent très cher aux bibliothèques d'ailleurs. Mais quand vous allez, les auditeurs, renseignez-vous auprès de vos bibliothèques. Il y a de fortes chances que la bibliothèque où vous allez d'habitude, qui est dans votre ville, propose ces services et donc qui sont accessibles de façon illimitée. Alors c'est pas du prêt, hein, c'est du streaming. D'accord, c'est-à-dire qu'on va sur le site, on se log avec son compte de la bibliothèque, c'est ça ? Et on a accès aux vidéos et aux différents, je sais pas, des applications, des petites choses comme ça. Donc voilà, il y a même justement de la vidéo la vidéo en ligne, la VOD. Pour beaucoup de bibliothèques, pas pour Rouen, mais... Vous hébergez les vidéos, bon, c'est pas des accès par des centaines de milliers de personnes, puisque c'est les personnes qui sont inscrites à la bibliothèque, mais c'est hébergé par l'État sur des serveurs quelque part pour streamer la vidéo ? Je sais pas, peut-être que vous savez pas, mais... Non, c'est des entreprises, des startups souvent. D'accord, ok. Qui fournissent ces services, ok. Pardon, vas-y. Ouais. Oui, pas de souci. En fait, les livres audio, c'est pas spécialement quelque chose qui est proposé en France, mais en tout cas aux États-Unis, ils le font depuis assez longtemps, en fait, en plus des livres numériques. Mais c'est vrai que chez nous, le livre audio a moins percé, en tout cas en France, que dans d'autres pays. Et je pense que pour l'instant, nous, on reste sur le format physique et on n'a pas spécialement de demande pour un format dématérialisé. Ouais. D'accord. Vous me parliez aussi d'autres services annexes, ou pas annexes, mais enfin des services méconnus. Tu mentionnais les éléments d'apprentissage, soutien scolaire. Si on veut apprendre quelque chose, en fait, on peut commencer à se former, y compris en numérique, par la bibliothèque. D'ailleurs, j'allais poser une autre question. C'est la bibliothèque qui... Le Wi-Fi ne suit pas Oui, j'ai pas du tout entendu D'accord. ce que tu as dit là. Mais... Je parlais des autres types de services, mais du coup, il y a une autre question qui me vient. Est-ce que chaque bibliothèque propose ces différents services, ces différents catalogues de soutien scolaire, d'apprentissage dont on parlait ? Est-ce que ça ne serait pas cohérent de tout réunir dans une sorte de bibliothèque nationale sur laquelle on puisse se loguer et à laquelle tous les Français pourraient avoir accès, plutôt que de multiplier les efforts dans chaque bibliothèque locale ? Je sais que c'est une approche qui pourrait sembler plus cohérente, mais en même temps, c'est des efforts qui viennent d'entités locales. Donc c'est normal que ça prenne cette forme à la base, mais... Ouais. Est-ce que ça ne serait pas logique de réunir tout ça ? Alors oui, c'est une question qui se pose. Pardon Benjamin, si tu veux... Non, vas-y. Ouais. Oui, okay. Je pense que tu vas être... La réponse est un peu dans la question, en fait. Voilà.
Donc, alors j'ai pas entendu la fin de la question, ça a encore coupé. Je crois que le wifi est pas bon, mais bon, je vais répondre à ce que j'ai entendu. Ok, bon, on va faire comme ça. Donc, alors ça se fait déjà à certaines échelles, c'est-à-dire que par exemple les départements et les régions, enfin surtout les départements, commencent à mutualiser les moyens. Par exemple, à plusieurs bibliothèques départementales, d'ailleurs, ouais, je pense que la plupart des bibliothèques départementales proposent des ressources numériques dont peuvent bénéficier déjà les petites bibliothèques rurales. Par exemple, tout un département, toutes les bibliothèques du département peuvent bénéficier des mêmes ressources numériques achetées par le département. Donc, il y a ce système qui commence à se mettre en place. Alors, le problème de ce format-là, c'est déjà que ça pourrait coûter très cher. Enfin, c'est pas du tout aux avantages des éditeurs, tout simplement, de ressources numériques. Ouais. Puisque ça leur fait beaucoup moins de budget. Donc si, je sais pas, je pense que si la Bibliothèque nationale de France demande aux éditeurs, bah écoutez, on va acheter les ressources numériques pour toute la population française, pour toutes les bibliothèques de France, les éditeurs vont pas vouloir. Ouais, mais en même temps, s'ils vendent une licence pour la Bibliothèque nationale et ils disent, bon, bah, ce livre, il y a 5000 personnes qui peuvent l'emprunter en même temps, ça sera plus cher que de vendre une licence à la Bibliothèque nationale de Rouen ou à la Bibliothèque de Rouen pour 10 personnes. Je veux dire, peut-être qu'il y a un intérêt à garder la chose locale aussi. C'est un autre type de projet, mais financièrement, ça pourrait se négocier. Ouais. Il y a aussi, voilà, il y a plein de facteurs. Il y a aussi que, voilà, chaque mairie, chaque bibliothèque souhaite valoriser, enfin, son territoire. Il y a aussi des enjeux politiques. Par exemple, les bibliothèques de Rouen sont de la ville de Rouen et pas de la métropole de Rouen. Donc, ce qui fait que chaque bibliothèque de la métropole a ses propres ressources numériques. Ce qui pose question aussi. Je pense qu'on va de plus en plus se diriger vers une mutualisation. C'est pas encore en projet concret, mais c'est un projet qu'encourage le ministère de la Culture dans le cadre justement du label BNR, Bibliothèque numérique de référence, où on nous encourage à mutualiser les ressources numériques, ne serait-ce qu'à l'échelle de la métropole déjà, voire à l'échelle départementale. C'est de plus en plus encouragé en fait. D'accord. Bon, c'est pas des encore choses à l'échelle nationale. Vas-y. Oui. En réalité, c'est vrai que nous, on est un peu mauvais élèves là-dessus parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour l'instant et puis que je pense que on a encore entre guillemets les budgets qui font qu'on n'est pas obligé entre guillemets encore de se mutualiser. Quand tu dis on est un peu mauvais élève, tu parles de Rouen ou au niveau national ou... Au niveau national, par exemple, les bibliothèques universitaires ont eu ce souci-là beaucoup plus tôt que nous en fait. Parce que notamment les abonnements aux magazines scientifiques sont extrêmement chers. Et du coup, eux, ils ont dû se mutualiser beaucoup plus tôt que nous, en définitive. Et ils ont un service mutualisé au niveau national pour certains types de ressources. Ouais. Pour des abonnements et des choses comme ça. Donc on parlait des autres choses que proposent les bibliothèques. Il y a un des éléments dont tu me parlais, Anaïs, quand on préparait l'émission, c'était la question des documents rares du patrimoine que les gens, je crois, enfin moi j'en avais jamais entendu parler, et qui peuvent être accessibles, qui sont en fait numérisés au niveau local, qui peuvent être accessibles. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est sur le modèle. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu plus connu. La Bibliothèque numérique la Bibliothèque nationale de France a son portail, a son site internet de patrimoine numérique, Gallica, sur lequel on peut feuilleter des manuscrits, visualiser des images qu'on ne pourrait jamais voir. Sinon, déjà, il faudrait se déplacer dans la bibliothèque. Ensuite, il faut une autorisation spéciale, etc. Donc, c'est la même chose dans beaucoup de bibliothèques
bibliothèques en France, dont Rouen. Bon, je prends l'exemple de Rouen. Hein. On a un site internet, par exemple, qui s'appelle Rotomagus, qui veut dire Rouen en latin. D'accord. Je mettrai les liens dans les notes de l'émission. Ouais. Et donc, sur Automagus, comme sur d'autres sites internet de beaucoup de villes en France, il y a des manuscrits médiévaux, il y a des manuscrits du XVIIIe siècle, du XIXe, qui sont numérisés, que vous pouvez feuilleter, que vous pouvez zoomer, vous pouvez télécharger si on a les droits pour les télécharger. Il y a aussi des images, des estampes, des photographies, bref, tous les trésors patrimoniaux qui sont numérisés et qui sont accessibles tout simplement gratuitement. Là, il n'y a même pas besoin d'être usagé, d'être inscrit à la bibliothèque pour pouvoir les consulter. Hein. C'est vraiment libre et gratuit pour tout le monde. Et donc, c'est très intéressant déjà pour les chercheurs et les étudiants. C'est intéressant pour les érudits, les personnes, tout public qui s'intéresse à un sujet particulier. C'est intéressant aussi pour le tout public en général qui souhaite découvrir tout simplement comment est fait un manuscrit, comment voir des images de sa ville locale. Par exemple, on peut voir Rouen photographié au début du XXe siècle. On peut voir Rouen peinte par des artistes au XIXe siècle. On peut aussi, par exemple, sur Rotomagus, consulter tous les manuscrits, de Flaubert, de Madame Bovary et de Bouvard et Pécuchet. Et sur Gallica aussi, vous avez encore plus de manuscrits sur Gallica. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais qui est relativement ancien. Enfin, je veux dire, ça se fait depuis un moment en France et qui continue à se construire. Il y a beaucoup de bibliothèques qui ouvrent en ce moment leur site internet de ressources, de documents numérisés. C'est marrant parce que moi, évidemment, immédiatement quand on parle de ça, je pense au fait que pourquoi est-ce que tout ça n'est pas mis en commun sur un même site, tu vois? Eh bien, ça l'est. Ah, d'accord. Alors, ça l'est. C'est un bien grand mot dans le sens où quand c'est réalisé en partenariat à la BNF, ce qui est notre cas, en fait, ce qui est sur notre site l'est aussi sur la BNF. D'accord. Sur Gallica. Alors, c'est pas le cas de tout forcément, mais en fait, la BNF incite vraiment. Elle monte énormément de partenariats avec le plus de bibliothèques possible en France pour faire en sorte que chaque document numérisé par une bibliothèque et mis en ligne par une bibliothèque soit également mis en ligne sur Gallica. Alors soit par un système de moissonnage numérique ou soit par le biais d'un partenariat comme nous on mène avec la BNF. Ce qui fait que par exemple nous, nos documents, vous pouvez les retrouver sur Gallica, ce qui nous aide beaucoup, ce qui aide à avoir une bien meilleure visualisation, puisque la plupart des gens connaissent d'abord Gallica et ensuite les bibliothèques de chaque ville. Après, chaque ville a sa petite bibliothèque, a son site internet. Tu pourrais me répondre justement, vu que c'est sur Gallica, pourquoi c'est sur un site aussi de la ville? Ça, c'est plus pour l'image de la ville et pour aider à retrouver, parce qu'un Rouennais s'y retrouver sur Gallica, il veut chercher une image de Rouen. Il sait pas trop comment chercher. S'il va sur Gallica, il est mêlé à des centaines de milliers de documents sur tous les sujets, tandis que s'il va sur Rotomagus, c'est un peu plus simple. Il y a une éditorialisation qui va être faite. Il y a moins de documents déjà, donc c'est plus. Autant sur les autres sujets, j'aurais pu être un petit peu critique, autant là, ça me paraît être le meilleur des deux mondes. Alors ensuite, peut-être qu'on pourrait dire, ah oui, mais du coup, ça double les frais. Je ne sais pas comment ça marche techniquement derrière, il y aurait peut-être quelque chose à dire là-dessus, mais moi, ça me paraît être, oui, le meilleur des deux mondes, parce que c'est bien que ça soit disponible au niveau national, référencé au niveau national, et en même temps, pour les Rouennais, c'est hyper pratique et valorisant. C'est important aussi, il ne faut pas le nier, que ça soit sur le site de la ville. Donc c'est Rotomagus. Je mettrai les liens sur le site web sur frenchspin.fr, mais il y aura d'autres liens, mais ceux-là spécifiquement, c'est rotomagus.fr, comme ça se prononce, et Gallica, avec 2 L bien sûr, .bnf.fr. Voilà. Vous me parliez aussi d'autres services innovants, et là on va quitter peut-être un petit peu
le domaine de la bibliothèque, même étendue, auquel pourraient penser les auditeurs. Du coup, je me retourne peut-être vers Benjamin. Tu nous parlais de Fab Lab en début d'émission. Est-ce qu'il y a où il en est celui-là? Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme services qui sont disponibles à Rouen? Oui, du coup, c'est une tendance globale, hein, des bibliothèques en France et même dans le monde, en fait, entre guillemets, de concevoir l'accès au savoir, en fait, de manière générale, pas uniquement que par le livre. Parce que dans le temps, en tout cas, nous, quand on était jeunes, l'informatique n'était pas autant, puis il n'y avait pas Internet et l'informatique n'étaient pas autant développés que maintenant. Et du coup, l'apprentissage se faisait essentiellement par le livre, ce qui est pas forcément le cas. Cette époque reculée, lointaine, oui, voilà. Je m'en souviens, plus ou moins. Ou quand on ne savait pas quelque chose, on allait voir dans l'encyclopédie. Voilà. Oui. Pour ceux qui avaient une encyclopédie, effectivement, j'en plaisante de temps en temps dans l'émission. C'était un peu... Avant Internet, quand on ne savait pas quelque chose, on demandait aux gens qui étaient assis autour de la table, et si personne savait, on ne savait pas, et c'était terminé. Oui. À la limite, tu avais un dictionnaire ou un quid. Je me souviens, moi j'avais un quid et on pouvait essayer d'aller chercher là-bas. Mais oui, bref. Mais aujourd'hui, c'est différent. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, c'est une des missions des bibliothèques. C'est quelque chose qu'on essaie de renforcer. C'est l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est pour ça, notamment, qu'on crée ces espaces. Mais pas uniquement en bibliothèque municipale, d'ailleurs. Hein, les BU s'y intéressent aussi. Il y a Lille qui a fait d'énormes travaux pour modifier leur propre bibliothèque universitaire pour que ça soit des learning centers. En fait, c'est une tendance, on va dire, générale. Et chez nous aussi, on pousse à ce que la connaissance de l'informatique aussi soit apprise en bibliothèque et qu'on ait accès au savoir par le biais de l'informatique également. Donc, c'est pour ça qu'on crée ces salles-là. Donc, il y en a à Rouen, il y en a dans d'autres grandes villes. Hein. On n'est pas les seuls. Et puis, on n'est certainement pas les derniers. En tout cas, chez nous, on a 2 salles qui se sont créées, qui sont un peu sœurs, on va dire. Donc, celle que moi j'ai pilotée est plutôt orientée numérique et donc fabrication assistée par ordinateur et puis conception assistée par ordinateur. Donc, on a notamment une imprimante 3D Ultimaker et puis on a aussi une découpeuse vinyle. Et puis, le but aussi, c'est de faire une première initiation aux gens à tout ce matériel, et à leur montrer que même s'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées quand on commence à avancer, les premiers pas, en fait, c'est pas si compliqué que ça, et que le fonctionnement de base de la plupart de ces appareils-là sont assez simples, en fait, maintenant, en définitive. Et du coup, comment ça se passe concrètement ? Moi, j'entends parler dans le rendez-vous tech depuis des années de l'impression 3D et de ce genre de trucs. Je me dis, j'entends maintenant, je suis rouennais, j'entends ça et je me dis, ah, ok, donc c'est très simple. Je vais à la bibliothèque du Châtelet, je débarque et je rentre dans la salle et je commence à bidouiller. C'est aussi simple que ça ? Non, j'imagine que non. Il y a des sessions où il y a tu dois être là pour vérifier que les gens s'énervent pas et cassent pas la machine. Comment ça se passe concrètement pour s'initier ? Alors, on aimerait bien que ça soit ouvert tout le temps, mais malheureusement, le fait est que en fait, c'est une salle qui s'est ajoutée au service qu'on proposait déjà, donc on peut pas l'ouvrir en permanence, malheureusement. Mais on a de la chance aussi d'avoir des gens qu'on appelle des médiateurs numériques aussi, qui sont là pour nous aider et qui sont là pour proposer des animations en bibliothèque pour faire de l'initiation en fait à des moments réguliers. Donc là, notamment, on en avait fait sur Arduino ou des choses comme ça, sur les MOOC aussi, faire connaître les MOOC aux gens. Donc les cours en ligne gratuits. Hein, pas les magazines. Hein, oui. C'est les deux se pensent pareil. Et
il y a notamment ces choses-là qu'on propose et là, on va initier des rendez-vous réguliers. Et en plus donc de il y a un cette salle-là, programme, on a en fait, le programme de la bibliothèque où on va regarder ce qui se passe cette semaine et il y a régulièrement initiation au... c'est comme, je vais pas dire des cours parce que c'est pas académique à ce point-là, j'ai l'impression, mais c'est des sessions qui sont auxquelles on peut se présenter si on est inscrit à la bibliothèque, du coup. Alors pour tout ce qui est animation, des fois faut s'inscrire parce que la salle et puis le nombre d'ordinateurs fait qu'on peut accueillir qu'un nombre limité de personnes. Mais sinon, il n'y a pas de sur les animations qu'on propose chez nous, en tout cas, il n'y a pas de limitation du fait qu'on doit être inscrit à la bibliothèque. D'accord, donc il faut juste s'inscrire pour s'assurer qu'il y aura de la place, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, nous, le but aussi, c'est que la salle serve aux associations et aux choses comme ça, où là, par contre, il faut être inscrit à la bibliothèque. Parce qu'il n'y a pas que les particuliers, entre guillemets, qui sont inscrits à la bibliothèque, il y a aussi des associations qui ont le droit de s'inscrire, en fait. D'accord. Et du coup, qui ont le droit d'accès à la salle. Tu parlais aussi... Enfin, je crois que tu allais commencer à dire qu'il y a d'autres types de sessions, pas seulement de l'imprimante 3D et ce genre de choses. Ouais. Oui. Vas-y. Oui, parce qu'en fait, il y a cet aspect-là, et puis il y a quand même un autre aspect aussi qui est assez proche de choses qu'on proposait déjà, parce qu'il y a tout ce qui est musique assistée par ordinateur aussi, qui est un volet qu'on propose. Et donc, on a une autre salle dans une autre bibliothèque de Rouen qui, elle, propose de l'enregistrement de musique et de la création de musique assistée par ordinateur. Et ça sert de salle de répète aussi de manière assez basique et de découverte des instruments qu'on peut proposer sur place. C'est-à-dire que ça, j'imagine, c'est une extension de ce qui existait déjà. Vous aviez déjà des instruments de musique et vous avez... ensuite étendu le champ d'application de cette section de la bibliothèque en disant maintenant la musique ça passe par l'informatique, donc on va faire un petit peu aussi de musique assistée par ordinateur. En fait non, même pas. Ah non. En fait c'était la bibliothèque où il y avait la plus grosse discothèque en fait du réseau. Et discothèque, collection de disques, hein, pas forcément l'endroit où on allait danser. Ok, on est d'accord. C'est ça, oui. Oui. On peut y aller danser, hein, mais bon, c'est pas prévu pour ça initialement. Et donc là, on a créé la salle qui est juste à côté, et puis on a justement, grâce à BNR, on a pu acheter des ordinateurs, de quoi faire de la musique assistée par ordinateur et puis des instruments de musique aussi, hein, parce que c'est dans un projet qui est lié au numérique en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parallèle, on prête des instruments de musique également dans une 3e bibliothèque de la ville de Rouen, en complémentarité à ce service de MAO. C'est hyper intéressant parce que j'ai jamais vraiment pensé à une bibliothèque comme un endroit où le but est de faciliter, je ne vais pas dire l'apprentissage, mais l'appréhension, les premières prises de contact avec le savoir. Alors que effectivement en bibliothèque à la base, moi je pense vraiment on y va pour lire des livres. Et en fait, la mission d'une bibliothèque, peut-être que c'est nouveau avec la nécessité de réinvention qu'a provoqué le numérique, mais j'ai l'impression que la manière dont vous le décrivez, c'est beaucoup plus vaste. C'est vraiment faciliter comme vous le disiez et comme je le répète, faciliter l'approche du savoir dans son ensemble, quoi. C'est ça, oui. Les bibliothèques, en fait, c'est pas que lire des livres, c'est avant tout s'informer. Enfin, c'est destiné à construire le citoyen finalement. Enfin, à faire en sorte que voilà, un individu de sa naissance jusqu'à sa mort puisse apprendre donc déjà la lecture, effectivement, pour les tout petits, puisse s'ouvrir, apprendre différentes choses, puisse s'informer aussi, surtout, parce que c'est quand même très important, savoir critiquer l'information, trier l'information. En ce moment, les bibliothèques
se dirigent énormément là-dessus avec l'éducation aux médias, c'est un peu à la mode aussi. Donc voilà, c'est vraiment se former à plein de choses. Si vous voulez vous former à un métier, les bibliothèques sont là pour ça. Si vous voulez vous former à plein de choses, à la musique, au cinéma, les bibliothèques sont là avant tout pour la formation et la distraction. C'est les deux rôles principaux des bibliothèques. Tu parlais aussi du fait d'initiation à l'informatique qui, encore une fois, peut sembler basique pour certains, mais comment créer une boîte mail, comment naviguer sur Internet, etc. Il y a des sessions pour ça aussi. Oui. Les bibliothèques maintenant sont très nombreuses en France à proposer ça. Elles font partie maintenant depuis très récemment du programme d'inclusion numérique de la mission Société numérique, qui est une mission gouvernementale qui est en cours, qui vient de se créer, qui cherche à maintenant que tout est dématérialisé, on s'est rendu compte qu'il y a des populations, une très bonne partie de la population, 13 millions de personnes en France quand même, qui sont éloignées, qui ne savent pas utiliser un ordinateur et qui donc sont éloignées des droits les plus élémentaires. Ouais. Et donc les bibliothèques se sont en fait automatiquement impliquées dans cette éducation-là, sans avoir forcément le savoir-faire ni les moyens. Et donc, il y a toute une réflexion maintenant au niveau de l'État qui cherche à trouver des solutions. Comment les bibliothèques et d'autres services, mais surtout les bibliothèques, comment peuvent-elles s'insérer dans cette inclusion, dans cet apprentissage de l'informatique et cette inclusion numérique, alors que Google et Orange disposent des mêmes services, c'est-à-dire on a tous vu les pubs des centres de formation à l'informatique de la part de Google et Orange, sauf que là c'est quand même très orienté, donc il faut quand même des lieux neutres, les bibliothèques, et gratuits surtout, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier gratuitement de formations à l'informatique. C'est intéressant parce que ça me fait vraiment revoir ma vision des bibliothèques. Même le terme, en fait, est peut-être plus... Bon, enfin, on va pas le changer, mais bibliothèque, c'est vraiment un meuble où on met des livres. Et là, c'est une maison du savoir, en fait, plus que simplement une collection de livres. Est-ce que quand vous parlez à des gens, entre guillemets, normaux, des gens qui savent pas ce qu'ils pourraient tirer comme service d'une bibliothèque, qui en plus sont des services pour lesquels ils payent à travers leurs impôts et dont ils pourraient grandement bénéficier, comment est-ce que vous je sais pas, vous faites pour leur faire connaître ces choses-là? Comment vous réagissez quand des gens comme moi vous dites « Ah ouais, mais on peut faire tout ça dans une bibliothèque, c'est fou. En fait, je devrais aller dans ma bibliothèque, la bibliothèque de ma ville, y faire un tour. Il y aurait peut-être des choses qui m'intéresseraient. » Je sais pas, il semble qu'il y ait une sorte de fossé entre ce que vous faites et vous essayez de faire avec les bibliothèques et vraiment l'image qu'en ont les gens. Ça doit être frustrant parfois, j'imagine. Effectivement. Alors ça, Benjamin pourra mieux en parler de moi parce que lui, il est plus proche du public. Moi, je suis pas du tout. Je suis très peu. Enfin, je l'ai été au début de ma minuscule carrière, mais maintenant là, je suis plus à Rouen au contact du public. Mais ne serait-ce que dans ma famille et auprès de mes amis, j'ai pu constater qu'effectivement, les gens en fait ne s'imaginent même pas qu'en fait ils peuvent trouver ça en bibliothèque, quoi. Et même ils attendent. Puis ils n'en attendent pas forcément ça, tout simplement. Oui, c'est ça. Je me rappelle qu'une fois, j'étais avec ma sœur, on répondait au sondage d'une amie à l'école, à l'ENSIB où j'étais, sur justement quelles sont les attentes du public. Alors je dis à ma sœur, bah, vas-y, réponds, t'es un public lambda. Et en fait, elle attendait juste des livres et des DVD quoi, à la bibliothèque. Et quand elle voyait les propositions sur le questionnaire, mais elle me disait, mais je pensais pas qu'on pouvait trouver ça à la bibliothèque, quoi. Et donc voilà. Après, je pense que ça change de plus en plus. Mais bon, je vais laisser Benjamin parler parce que là-dessus, il connaît mieux que moi. Ouais, vas-y, le contact avec les gens normaux. Enfin, surtout, on l'a pas précisé, mais la bibliothèque du Châtelet, en plus, c'est dans un quartier assez populaire de Rouen. Et je pense que ça joue également, en fait, les bibliothèques de centre-ville et les bibliothèques
qui sont dans les quartiers plus populaires n'ont pas les mêmes types de publics également et pas les mêmes attentes du point de vue de leur public. Nous, c'est pas rare en fait que les gens chez nous nous demandent beaucoup d'aide pour les démarches administratives, parce que déjà pour nous, c'est compliqué des fois. Alors, quand on maîtrise pas bien la langue française ou l'écrit, c'est encore plus compliqué en fait. Donc, ça nous arrive régulièrement d'aider les gens pour la CAF, pour des papiers de la préfecture ou des choses comme ça en fait. C'est dingue. Vous avez même des gens. Du coup, c'est des gens qui sont formés en tant qu'aides sociaux, ou c'est vraiment juste des gens qui viennent, je comprends pas trop ce qu'il y a sur ce site, est-ce que vous pouvez me renseigner? Genre, c'est juste rendre service à quelqu'un, ou ça carrément, ça étend le type d'activité que vous faites, quoi, encore plus que je pensais. Oui. C'est-à-dire que comme il n'y a pas vraiment d'autres... Enfin, il y a ce qu'on appelle le CCAS dans toutes les communes, en principe, d'une certaine taille, dans mon souvenir. Donc, c'est le centre, le comité d'action sociale qui est en CED. Mais en fait, ils peuvent pas répondre à tout. Et donc, quand les gens... puis même des fois, les gens ne savent pas que ça existe. Et ils voient une porte ouverte avec des ordinateurs et puis en fait ils viennent nous demander. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que nous on doit répondre des fois à on nous demande des choses qui sont un peu délicates. Et c'est pour ça qu'on essaie de justement nouer des partenariats avec des partenaires sociaux, avec des assistants sociaux du département pour que finalement que ça soit plus à des moments précis. Qu'on puisse répondre aux gens correctement en fait, au lieu de leur donner une petite béquille pour les aider à remplir leur formulaire et peut-être même pas forcément les aider parce qu'on va les remplir mal. Donc oui, bien sûr. Bon, ça c'est un cas particulier quand même, mais au-delà de ça, quand tu as des gens qui arrivent et qui te disent enfin, pas qui arrivent, mais qui découvrent ce que font les bibliothèques, oui, j'imagine que c'est un moment où tu dis... oui, bien sûr. Mais... Ouais. Quand on explique qu'il y a des jeux vidéo en prêt et des consoles, ça en étonne plus d'un. Je le cache pas, notamment. Mais ça, justement, on n'en a pas parlé, mais c'est bien que tu le mentionnes. Je voulais te poser la question aussi. Vous prêtez des jeux vidéo. Pour le coup, c'est des jeux vidéo uniquement physiques, j'imagine. Oui. Mais vous avez quel type de matériel? Vous avez les dernières consoles? Les jeux, vous les achetez quand ils sortent? Ça se passe comment? Alors, en fait, on fait les acquisitions comme pour les CD et les DVD. En fait, on les fait à période régulière. Et donc, on achète les jeux de la même manière que les autres types de documents. C'est juste qu'on fait des choix sur ce qu'on achète, pas tout comme. En fait, non, c'est un document comme un autre entre guillemets. Faut pas le voir comme quelque chose de spécifique pour moi en tout cas. On fait un choix, on voit par rapport aux notes et puis aux avis et puis on prend en fonction et puis en fonction des demandes qu'on a aussi également. Mais alors attends, est-ce que ça veut dire que je peux venir dans la bibliothèque du Châtelet, là, à Rouen, oui. et emprunter une PlayStation 4 avec God of War pendant une semaine? Pendant un mois même. Mais vous avez la PlayStation 4 et vous avez God of War? Oui. D'accord. Alors le truc, c'est que par contre, la PlayStation 4, elle est en réservation et il y a 8 mois d'attente. Quoi. D'accord. Mais oui, théoriquement, si on est patient, on a les deux, en tout cas. Ça, c'est le cas, ouais. Et vous parliez aussi, dans tes descriptions, Anaïs, vous parliez aussi de réalité virtuelle. Benjamin, vous avez peut-être pas chez toi, mais je veux dire, vous avez aussi des casques de réalité virtuelle. Ça me parle parce que c'est le genre de choses dont on peut vraiment se rendre compte de ce que c'est qu'en l'essayant. Donc, et beaucoup de gens se disent, il faudra que j'attende qu'un ami en achète un, ou peut-être ce genre de choses. Mais vous en avez, vous, dans vos bibliothèques?
Tu veux répondre, Anis, ou Non, mais vas-y, je... Benjamin. Oui, Vas-y, pas de souci. Nous, on a fait le choix, en tout cas, de prendre un PSVR parce que c'était ce qui était le plus simple, en fait, et puis surtout qui demandait pas un ordinateur qui était une bête de course. Donc, on a fait le choix de prendre une PS4 Pro et un PSVR. D'accord. Et donc, on fait des démonstrations de manière régulière pour le public, en précisant bien qu'il faut avoir au moins 12 ans, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui veulent essayer. Et surtout sur les stands, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui testent, qui n'ont clairement pas 12 ans. Donc, d'accord. Nous, mais on donc, essaie de faire effectivement, attention. c'est possible avec PSVR. J'imagine que maintenant, avec les... comment il s'appelle, l'Oculus Quest qui vient de sortir, là, qui est entièrement sans fil, peut-être que certaines bibliothèques qui n'avaient pas qui n'avaient pas fait l'effort financier, parce que c'est pas bon marché, et puis ensuite, c'est un petit peu plus compliqué. Là, avec le Quest, ça peut encore faciliter ce type de choses aussi. Enfin bon, la technologie continue à évoluer, mais c'est juste une pensée qui me passait par la tête. Oui, d'accord, donc même la VR. Ouais. Oui, mais même, nous, on le fait à notre échelle, mais la bibliothèque d'Amsterdam avait investi assez massivement, et je pense qu'ils avaient au moins 5 casques HTC Vive à disposition. Et là, justement, j'allais en parler. Il y a une bibliothèque à Helsinki qui est sortie qui a ouvert en fin d'année, qui propose de la VR. D'accord. Écoute, je suis un petit peu loin d'Helsinki maintenant, mais il faudra que... Tiens, c'est un autre truc que je voulais évoquer. Peut-être que certains des auditeurs se sont dit, et on va commencer à se diriger vers la fin de l'émission, mais peut-être que certains auditeurs se sont dit « Ah bah finalement les bibliothèques c'est cool, je vais voir s'il y a une bibliothèque pas loin de chez moi. » Moi qui suis parisien de cœur, j'ai tapé dans Google, ou dans Qwant, puisque j'utilise Qwant, Bibliothèque Paris. Je suis tombé sur le site bibliothèque.paris.fr et j'avoue que il y a les deux premiers gros boutons rouges qui sont que faire dans les bibliothèques à Paris. Ok, là je clique, tout va bien. Quand je dis accéder à une bibliothèque à Paris, ça m'emmène sur un site qui a une erreur 503, donc service unavailable. Donc bon, au-delà de cette petite plaisanterie, je suis sûr que ça sera réparé très vite. Comment on fait pour trouver une bibliothèque ? On se balade dans son quartier ou il y a un moyen plus simple ? Comment ça se passe ? Alors, il y en a beaucoup maintenant qui sont implémentés dans Google Maps, tout simplement. On tape bibliothèque et il va mettre les bibliothèques qui sont à proximité. Parce que nous-mêmes, en fait, on les rajoute dans la plupart des services, en fait, pour qu'elles puissent être trouvées facilement. Et puis, quand ça fonctionne, effectivement, on a la référence de... Mais à Paris, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est difficile de toutes les lister, je pense. Bien sûr. Mais c'est et vrai notamment celle de la canopée, je pense qu'elle est assez orientée numérique, notamment. Ouais. D'accord. Et sur chaque site de la mairie, au pire, sinon il y a toujours indiqué que il y a la bibliothèque de telle ville, ensuite redirigé vers le site de la bibliothèque, et ensuite voilà, on trouve les adresses de toutes les bibliothèques. Il y a la même chose sur les bibliothèques de Rouen. Vous allez sur bibliothèque, bibliothèque de Rouen, le site, et ensuite vous trouvez chaque bibliothèque, l'adresse, les horaires, etc. Donc voilà, en général, ça marche. Bon, et puis j'espère que les auditeurs de l'émission seront suffisamment débrouillards pour trouver la bibliothèque de leur quartier quand même, et puis peut-être aller y faire un tour. Moi, je me dis que ça sera un moyen assez cool quand mon petit sera en âge, de commencer à lui montrer plein de trucs différents et des choses comme... justement, les imprimantes 3D, peut-être, s'il y en a dans le quartier qui font ça, ou les Arduino. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des sortes, on va dire, de Lego électroniques, ce genre de choses.
Ça pourrait être une bonne initiative. Mais écoutez, je pense qu'on se dirige vers la fin de cet épisode spécial. Avant de se quitter quand même, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez me dire s'il y a d'autres choses que vous voudriez évoquer, des choses qu'on n'a pas dit. Peut-être en commençant avec Anaïs. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire aux auditeurs qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ? Bien non, je pense qu'on a vraiment fait un bon panorama du numérique en bibliothèque, hein. Mais voilà, enfin, à la limite, si dire que par exemple, il y a de plus en plus de personnel qui se dit qui ne sont pas des bibliothécaires, mais qui sont des médiateurs numériques, par exemple en bibliothèque. Et ça, dans de très nombreuses bibliothèques, il y a des médiateurs numériques. On en a 2 à Rouen, mais dans d'autres villes, il y en a vraiment beaucoup. Je crois que par exemple aux bibliothèques de Toulouse, il y en a pratiquement un pour chaque bibliothèque. Donc voilà, c'est pour montrer que finalement le métier évolue beaucoup. Voilà. D'accord. Bon, bah, très bien, le message est passé. Benjamin, est-ce qu'il y a une autre chose que tu voulais évoquer avant qu'on ne close, qu'on ne ferme cette émission ? Oui, parce que justement, on en parlait à Anaïs avant de commencer l'émission. Il y a un service qui mériterait, je pense, d'être plus connu, qui est proposé par les bibliothèques. Enfin, il y en a 2. Il y en a un qui est proposé par la bibliothèque qui est derrière Pompidou, enfin qui est centralisée là-bas, mais qui est organisé par beaucoup de bibliothèques, qui s'appelle Eurequa, où c'est un service où en fait on pose une question hors juridique et médical et on répond dans les 72 heures en fait. C'est Eurequa, c'est un service numérique Ouais, tout à fait, ouais. Et on n'a pas besoin d'être inscrit dans une bibliothèque pour poser une question. Ça s'appelle comment, Eurequa ? Simplement comme Eureka et quoi ? Avec un K, ouais, normalement. Ah, Eurequa, d'accord. Donc E-U-R-E-K-O-I. C'est ça. Et donc ça, c'est un service qui est proposé par les bibliothèques. Quel rapport avec la bibliothèque, en fait ? Le but, c'est toujours le savoir, en fait. Et il y en a un plus rigolo que j'incite vivement à faire connaître, qui s'appelle le guichet des savoirs. C'est ça, Anaïs ? C'est ça, le guichet des savoirs, ouais. Ouais, qui est lui est organisé par Lyon. Et lui, il a la bibliothèque de Lyon. Oui. Oui, pardon, la bibliothèque de Lyon, et je vous invite vivement à aller regarder les questions insolites, parce qu'ils ont fait un panel en fait des meilleures questions qu'on leur a posées, et ils essaient de répondre sérieusement et de manière drôle aux questions qu'on leur pose en fait. D'accord. C'est assez sympa. Mais quand je disais quel rapport avec les bibliothèques, tu veux dire que c'est des services qui sont organisés par des bibliothèques ? Oui, tout à fait, ouais. C'est ça, oui, d'accord. Ouais. C'est OK. Donc, Eurequa, encore une fois, les liens seront dans les notes de l'émission sur frenchspin.fr, mais les noms des services, c'est Eurequa et Guichet du Savoir. Donc, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Les deux sont accessibles, pour le coup, sur Internet, quoi. Oui, tout à fait. Et on n'a pas besoin d'être en France, même, pour le coup. Ouais, en plus. D'accord. Alors, attends, je suis sur le site du Guichet du Savoir. Je vois le top 10 des meilleures questions. C'est assez drôle. Comment faites-vous pour répondre aussi vite aux questions ? OK. La deuxième question, c'est Rick Hunter. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rick Hunter ? Je pense qu'on va laisser aux auditeurs le plaisir de voir les réponses. Bon, après, il y a des trucs sur salaire brut en net, Corneille et Molière, plein de choses comme ça. Recherche d'un mot elfique d'après Tolkien, etc., etc. Bon, écoutez, on va laisser les auditeurs aller regarder tout ça. Je dirais que le site Eurequa a l'air hyper moderne, en fait. Il est pas mal foutu. Bref, je découvre ça en même temps, j'irai jeter un coup d'œil quand on aura terminé l'émission. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions un petit peu stupides et puis de nous faire découvrir un petit peu plus les bibliothèques à l'heure du numérique. Avant de se quitter, je vais encore une fois vous demander peut-être où on peut vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez un compte Twitter ou si on va se contenter des sites internet
qui Il y a seront en le lien dans Facebook. l'émission. Il y a le Facebook des bibliothèques de Rouen. D'accord. Là, je parle pas à titre perso, hein. Le Facebook des bibliothèques de Rouen aussi. On a un Instagram également. D'accord. Donc voilà. Ok, donc toi, tu n'as pas de compte Twitter. Benjamin, est-ce que toi, tu es sur Twitter ou il y a autre chose que tu voudrais mentionner ? Oui, j'y suis. Alors, j'utilise surtout pour faire de la veille, en fait, mais j'essaye de... Enfin, on ne pose pas spécialement de questions dessus, mais si jamais on souhaite me contacter, ça s'appelle Geek à tartiner. Geek à tartiner. D'accord. Ouais. Ok, Geek à tartiner, Benjamin Aston. Le lien sera dans les notes de l'émission. Tu peux nous donner le nom du compte Instagram ? Généralement, je mets des comptes de réseaux sociaux, mais du coup, Anaïs, le compte des bibliothèques de Rouen sur Instagram. C'est bib au pluriel underscore Rouen, si je me souviens bien. Rouen. Je crois que c'est ça. Bib Rouen, ouais. Je ferai la recherche pour mettre ça. Instagram, comme ça, même les jeunes pourront y avoir accès. Et Geek à tartiner sur Twitter pour Benjamin. Oui, c'est bib au pluriel underscore Rouen. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bib au pluriel underscore Rouen. Je viens de la trouver. Donc, elle sera dans les notes de l'émission. C'est parfait. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez aller chercher NotePatrick après avoir trouvé bib au pluriel underscore Rouen sur Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission, comme je le disais, sur frenchspin.fr avec les liens dont on vous a parlé si vous n'arrivez pas à les retrouver par vous-même. Et bien sûr, soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez l'émission, si vous appréciez ces petits épisodes spéciaux que je vous fais quand même pendant l'été pour pas vous abandonner, vous pouvez être patriote de l'émission en vous inscrivant et en décidant ce que vous voulez donner sur patreon.com/rdvtech. Le lien est lui aussi dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très très vite. Alors il y aura un épisode où il y a eu un épisode classique d'actu et un épisode spécial tout au cours de mes vacances. Et puis moi je reviens très bientôt pour le fonctionnement normal de l'émission. On vous fait plein de grosses bises. Merci encore une fois à Anaïs et à Benjamin et à très vite. Ciao à tous.